Merci, cher ami, pour cette invitation et merci, professeur Mervat, pour cette initiative pour former le personnel paramédical en termes d'électrophysiologie. Je pense qu'il y a beaucoup de techniciens de laboratoire d'électrophysiologie, de rythmologie et des gens qui sont déjà dans le KT et qui veulent se convertir en électrophysiologie. Donc aujourd'hui, on va revoir un peu quelques révisions de l'étude électrophysiologique de base à partir de quelques tracés électrophysiologiques de vraie vie. Ça veut dire ce qu'on voit sur les écrans en salle et en laboratoire d'électrophysiologie. Donc, par opposition au cathétérisme, vous savez que lorsqu'on fait des coronarographies, on va utiliser des sondes qu'on appelle cathéters également. C'est des sondes qui sont trouées avec une lumière et qui vont injecter des contrastes au niveau des coronaires. Contrairement à ça, au laboratoire d'électrophysiologie, on va utiliser des cathéters qui correspondent en fait à des fils métalliques avec des têtes qui sont en général en éthanol, en platine, et qui vont transmettre un peu le signal électrique à travers ce fil qui est à l'intérieur de ces cathéters, qui est protégé par un corps en plastique, des plastiques qui sont compatibles sur le plan biologique pour protéger les vaisseaux et pour protéger également des signaux, des artefacts, et ceci va être transmis directement à un système d'amplificateur qui va par la suite transmettre ce signal vers un système informatique qu'on appelle la baie d'électrophysiologie, qui va le lire sous forme de signaux au niveau des écrans. Donc, en général, nous avons deux grands types de cathéters. Nous avons les cathéters qui sont utilisés juste pour une visée diagnostique, qu'on appelle les cathéters diagnostiques, et nous avons les cathéters qu'on va utiliser pour faire une ablation, pour délivrer de l'énergie de radiofréquence ou de cryothérapie, qu'on va les appeler cathéters d'ablation. Les cathéters d'ablation, on a deux types, ceux qui sont avec un système d'irrigation à l'intérieur qui permet le refroidissement de ces cathéters, et nous avons des cathéters qui ne sont pas dotés de ce moyen qu'on appelle les cathéters non irrigués. Dans les cathéters de diagnostic, nous avons deux types également. Nous avons les cathéters, comme vous les voyez à gauche de l'écran. C'est des cathéters qui sont avec une courbure fixe. On les appelle comme ça, cathéters avec courbure fixe. Il y a des cathéters où on peut les manipuler par des molettes et on l'appelle les cathéters orientables ou déflectables qui vont permettre de changer la courbure en fonction de la position où on veut les mettre. Deuxième chose qui permet de caractériser ces cathéters, c'est les électrodes au niveau de ces cathéters. Vous voyez ici qu'on peut euh, calculer des électrodes au niveau de ce cathéter qui est en haut et on peut calculer uniquement quatre électrodes en bas. Ce qu'on appelle en haut, c'est la décapolaire et en bas, on l'appelle la quadripolaire et on peut avoir des hexapolaires, etc. Et pour avoir recordé un signal, ces cathéters elles permettent d'enregistrer deux types de signaux, les signaux qui sont bipolaires et qu'on utilise habituellement et euh, qui vont être enregistrés entre deux pôles de ce cathéter. Et il y a les signaux qui sont unipolaires qu'on utilise rarement en pratique courante. Voici un rappel sur les cathéters et comment on fait en réalité. Donc, pour travailler dans un milieu d'électrophysiologie, il faut au moins euh, une ima- un écran de fluoroscopie, ça veut dire un écran de rayon X qui va permettre de nous montrer les positions des cathéters. Et vous pouvez noter ici qu'au niveau de cette image, nous avons des ECG, un ECG 12 dérivations qui doit être branché au patient par opposition en KT, en coronarographie, qu'on peut se permettre de brancher uniquement trois dérivations pour savoir est-ce que tout va bien lorsqu'on travaille. Là, on veut un ECG 12 dérivations qui doit être affiché au niveau de l'écran et qu'on utilise en général pas beaucoup d'incidence, pas comme le KT, on va utiliser des images caudales, des images OAG crâniales, OAD crâniales, OAD caudales, etc., pour voir les différentes incidences qu'on utilise généralement en coronarographie, mais en termes d'électrophysiologie, on utilise uniquement deux incidences principales qui sont l'incidence
OAD 30 et l'incidence OAG 45. Les cathéters sont généralement placés par voie fémorale et on va placer en général en fonction de l'arythmie qu'on veut étudier, en fonction de l'indication de cet examen. On peut placer soit, si par exemple un patient qui est venu pour une suspicion de bradycardie avec un bloc bifasciculaire ou un bloc de branche d'eau au niveau de l'ECG, on va placer deux cathéters, l'un au niveau de l'oreillette, au niveau de l'oreillette droite au niveau de sa région supérieure et l'autre au niveau d'iris. Ici, on veut explorer une tachycardie supraventriculaire. On va en généralement se contenter d'un cathéter qu'on va appeler décapolaire, qu'on va mettre au niveau du sinus coronaire et un cathéter au niveau d'iris en général qu'on va utiliser de façon momentanée au niveau de l'apex des ventricules pour faire la stimulation ventriculaire. Donc, deux cathéters en général, ils suffisent en pratique clinique pour explorer les tachycardies supraventriculaires, explorer également les bradycardies. On va toucher un mot tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit en temps réel sur un écran avec une vitesse qu'on peut régler à des vitesses qui peuvent aller de 25 cm par seconde jusqu'à 200 par seconde en fonction de l'objectif de l'examen. L'écran général, il est classé par plusieurs niveaux. En haut, on va mettre les électrodes de surface, ça veut dire les électrodes de CG. Et en général, on va mettre 3, 4 dérivations. On va se contenter de dérivation V1 et V6 parce que si le patient il passe en bloc de branche gauche ou droit, on va le savoir très rapidement. Et on va utiliser des dérivations précordiales D1, D2, AVF parfois pour savoir l'axe, si on a une extrasystole, si on a une tachycardie qui va se déclarer pour savoir est-ce que vraiment on a changé de morphologie ou pas. Deuxième chose, c'est qu'on va indiquer pour chaque signal, pour chaque pôle au niveau des cathéters, et ça je pense qu'on va le détailler dans les cours qui vont venir, en fonction de la configuration qu'on va utiliser à partir de chaque système, Broca au système de Singo, de Siemens, etc. On va vous montrer les images qui vont correspondre à cette configuration, mais on va regrouper ces signaux en fonction des cathéters. Et par exemple, vous voyez ici, ce que vous voyez en violet ici, c'est le cathéter qui est placé au niveau de l'apex des ventricules droits. Et vous voyez ici HRA, ça veut dire c'est l'oreillette droite haute. On voit ici un signal atrial et vous voyez par la suite, ce que vous voyez en jaune, c'est le signal qui est enregistré par le cathéter qui est placé au niveau de la jonction de l'oreillette et du ventricule des côtés septales et qui va correspondre à la région du nœud AV, la région de His. Si vous voyez, le cathéter décapolaire, vous voyez tout à l'heure, on a parlé d'un cathéter qui est dipôle, et voilà qu'est-ce qu'il enregistre. Il va enregistrer des pôles, mais en réalité, il va nous donner que 5 lignes parce que chaque deux pôles, ils vont enregistrer un seul signal parce que c'est un signal dit bipolaire. Et donc, la configuration, ce qu'on va, ça c'est le sinus coronaire. Est-ce qu'on va le mettre de 9 à 10 ou de 1 à 2 de haut en bas? La différence, c'est en fonction des préférences de l'opérateur, en fonction des préférences du centre, et donc chacun a une vision et il a appris quelque chose et donc il va continuer à le faire. Alors, si je vous demande votre attention particulière, par exemple pour ce que vous voyez ici au milieu de l'écran, si vous voyez bien la flèche, on voit par exemple sur le CG en D2 qu'il y a une onde de P et puis suivi par un QRS suivi par une onde de T. La repolarisation, il n'est pas étudié en électrophysiologie. Vous voyez ici au long de T, on ne voit aucun signal qui correspond à un long de T en signal intracardiaque. Et ça, c'est un élément très, très important. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen en électrophysiologie intracardiaque pour étudier la repolarisation. Et donc, ça reste la partie de dépolarisation. Qu'est-ce qu'il va faire la différence entre ça et ça? Si on voit par exemple la région haute de l'OD, on voit qu'il y a un signal atrial qui correspond très probablement au niveau de début de l'onde P. Pourquoi? Parce que ce cathéter, il est placé vraiment en haut, à côté des sinus qui va permettre qui va donner le pacemaker physiologique des cœurs et que vous voyez à la fin, le 6, 1, 2, c'est le dernier signal au niveau de l'oreillette. Voici ici que correspond à la fin de l'onde de P. Et vous voyez ici que le sinus 1, 2, il est vraiment très très loin au niveau de l'oreillette gauche et donc il va tarder pour couvrir la dépolarisation de le sujet. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
Est-ce que vous voyez ici, comme signaux, le signal rouge ne correspond pas au début du signal jaune, ne correspond pas au début du signal de CS910, ne correspond pas au signal de CS1, parce que il y a un front d'activation électrique au niveau du cœur qui va se déplacer en fonction du temps, et ces pôles ils vont enregistrer un signal en fonction du temps, et donc c'est ce timing de dépolarisation, de ce timing d'activation de ces pôles qui va nous donner une idée sur la qualité de la conduction électrophysiologique en intracardiaque. Et encore, ça va nous donner une idée de ce qu'il y a des anomalies. Et donc, ce que je veux qu'on retient aujourd'hui, déjà au niveau des signaux de His, on voit qu'il y a une activité ici qui tombe vraiment au niveau de l'endopée. Ça, c'est ce qu'on appelle le signal atrial. Et puis, vous avez un dernier signal qui correspond qui est superposé par rapport au QRS. Donc, c'est un signal qui est ventriculaire. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit que le His, il est placé au niveau de la région de jonction auriculo-ventriculaire. Et entre deux, on voit qu'il y a un signal sharp aigu entre les deux qui correspond à ce qu'on appelle un signal de His. Pourquoi ce signal est important? Parce que il va permettre pas mal sur les diapositives qui vont venir pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme mesure d'intervalle, qu'est-ce qu'on fait comme manœuvre électrophysiologique de stimulation cardiaque, etc. Et en général, c'est important d'avoir un enregistrement d'IS pour mieux déceler certains types de tachycardie. Alors ça, c'est le réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? La première étape par laquelle on commence, c'est qu'on va mesurer quelques intervalles. Les intervalles qu'on veut mesurer, la fréquence, le cycle de la tachycardie ou le cycle de base, le RR. On va mesurer l'intervalle AH, ça veut dire entre le début de l'onde A et le H dont on a parlé, et surtout, c'est l'intervalle HV. Dans certaines situations, voici ce qu'on mesure. Vous voyez ici que l'incidence des his que vous voyez ici, c'est le his, par exemple, ici distal. On voit qu'il y a une activité atriale, il y a un his et il y a un HV. Dans le HV, pas comme ce qu'on fait, par exemple, pour le PA et pour le AH, on le mesure depuis le début de l'onde A jusqu'à le his. Non, dans le HV, on le mesure depuis le his jusqu'à le premier QRS qu'on peut visualiser ici. Et donc, ça, c'est un intervalle très important pour les patients qui ont un bloc bifasciculaire ou qui font des syncopes non expliquées avec un bloc de branche gauche ou avec un bloc bifasciculaire parce que souvent, ces patients, si nous avons un HV qui est supérieur à 70, ça peut être une indication de pacing. Deuxième chose, c'est les mêmes intervalles. Vous voyez ici qu'on peut mesurer le AH. Ça, c'est depuis l'onde de P jusqu'à la fin, c'est le PA. Et là, encore, on peut mesurer le HV sur le même écran. On a les trois intervalles qui sont bien représentés. Et c'est d'ailleurs très recommandé de les mesurer au début de chaque procédure, en particulier si on explore patient pour syncope au port bradycardie. Alors, une fois qu'on a fait les mesures des intervalles de vase, on passe à certaines manœuvres de stimulation. Ça veut dire c'est nous, les praticiens, qui vont euh, impliquer un rythme au cœur et on va voir comment le système cardio-necteur des cœurs il va se comporter avec ce pacing. Et la première chose par laquelle on va commencer, c'est qu'on va stimuler au niveau des ventricules. Et lorsqu'on stimule toujours, il y a quelques questions à laquelle il faut répondre pour ne pas prendre des mauvaises euh, remarques et de mauvaises conclusions. Est-ce que déjà le pacing qu'on donne, il est capturé? Ça, il faut vraiment s'en assurer. Et puis, est-ce que vraiment, lorsqu'on il s'est capturé, est-ce que ça conduit? Ça conduit pas. Et quelques mesures qu'on doit faire et qu'on doit analyser. Donc, si on stimule ici, au niveau de ce schéma-là, c'est le petit rectangle qu'on a là correspond à ce que ça veut dire un cathéter ici qu'on va stimuler au niveau de la pointe. Et par contraire, à la stimulation normale, on va voir oreillette et ventricule. Là, on a un ventricule en premier, puis nous avons une conduction rétrograde qui va passer par la branche droite, puis par la voie le nœud AV, et puis au niveau des oreillettes, et on va voir ça plus clairement au niveau des images. Et pourquoi ça c'est important? De notre contexte,
Parce que lorsqu'on explore, par exemple, un patient qui vient pour un TSV, nous avons grosso modo trois grandes probabilités. Soit on est dans une tachycardie atriale, soit on est dans une tachycardie par entrée intranodale, soit on est par une tachycardie, on va dire, sur une voie accessoire, ce qu'on appelle en anglais les AVRT. Et ces tachycardies sur voie accessoire qui sont orthodromiques. Ils peuvent être aussi un quinteux caché. Si on stimule au niveau du ventricule, c'est pour cette raison, pour voir est-ce qu'on a une conduction rétrograde, est-ce que ça se passe par le nœud AV et est-ce que ça se passe par la voie accessoire. Et ça, c'est très important de le faire. Et pour faire ça, on peut commencer par une stimulation et regarder les activations rétrogrades de l'onde A. Est-ce qu'elle existe déjà parce qu'elle peut être dissociée? Et s'il y a dissociation, c'est une confirmation qu'on n'a pas de voie accessoire en général. Et si ce n'est pas dissocié, il faut avoir la preuve que cette conduction, elle est décrémentielle. Ça veut dire qu'elle passe par le nœud AV. Et si on veut faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la stimulation ventriculaire programmée. C'est quoi la stimulation ventriculaire programmée? Ça veut dire on va donner un train, comme vous le voyez ici, de premier stimulus S1 avec une fréquence de 600 millisecondes ou 500 millisecondes. Et puis à la fin de ce train, ça veut dire le neuvième battement, il va correspondre à un intervalle beaucoup plus court. En général, on commence par 400, 450. Et si on voit que le délai, par exemple, entre le stimulus et le A, il s'allonge au fur et à mesure qu'on baisse l'intervalle 399, 380, 370, on est presque sûr qu'on est en train de voir une conduction qui se passe à travers la voie nodo-icienne et donc la voie, une conduction qui est décrémentielle. Et donc ça, c'est le principe en général de la stimulation ventriculaire pour explorer les tachycardies supraventriculaires. Et donc à la fin, comme vous le voyez ici, jusqu'à qu'on arrive à un certain moment, ou même lorsqu'on stimule le ventricule, il ne va pas conduire par une onde P rétrograde. Si on compare le premier schéma, on voit quand même qu'il y a des déflexions ici, sharp qui correspondent aux ondes A, et on ne les voit pas clairement après le deuxième stimulus. Ça veut dire que même avec une onde, avec un QRS ici, qui correspond que le ventricule a été bien capturé, mais on ne voit pas d'activation atriale ici. Ça veut dire ça, que le nœud AV est arrivé à sa période réfractaire, ce qu'on appelle la période réfractaire effective rétrograde des nœuds auriculo-ventriculaires. Et là, on a la certitude, parce que la conduction n'a pas passé ailleurs par une voie accessoire, là, on a la certitude qu'on n'a pas de voie accessoire, en tout cas droite. C'est le schéma réel ici qu'on voit, c'est la même chose. Nous avons un spike ici qui correspond à un rectangle, ça veut dire qu'on stimule au niveau du ventricule, puis nous avons un spike, et pour le spike, nous avons un QRS, et ça, c'est le train, c'est les derniers trois battements des trains dont on a parlé. Et là, vous voyez que l'intervalle entre les deux spikes est très court, ça veut dire qu'on a délivré une extrasystole artificielle pour explorer. Et puis, nous avons, après ce V, nous voyons très bien que nous avons ici une activité atriale et que vous voyez, puisque la conduction elle est rétrograde et que le cathéter au niveau de l'oreillette il est placé loin au niveau de la région haute de l'oreillette droite, le signal auriculaire ici atrial, c'est le signal le plus loin. Si on le compare avec le premier A, on a au niveau du his distal, voici ici un signal sharp qui correspond euh, à l'activité vraiment atriale des his. Et ça, c'est parmi les signes indirects que la conduction elle se passe par voie rétrograde, par la voie nodo-icienne. Et vous voyez ici, c'est la même chose dont on a parlé tout à l'heure. Là, la stimulation, elle a donné un A. Là, la stimulation a donné un A. Et puis avec l'extrasystole, hop, il n'y a rien qui va arriver malgré qu'on a un QRS. Et ça, ça veut dire que on est arrivé bel et bien à la période réfractaire des ventricules. Si on voit la différence ici, c'est que là, on a une stimulation et on a un QRS, stimulation QRS, stimulation QRS, et hop là, malgré qu'on a délivré une extrasystole, on n'a pas
le ventricule n'a pas répondu par une dépolarisation par un QRS. Ça veut dire qu'on est arrivé là encore à la période réfractaire des ventricules. Et en général, on ne baisse pas la stimulation d'extrasystole moins de 200 millisecondes au niveau de ventricule parce que le risque d'induire une arythmie ventriculaire est imminent et c'est pourquoi on ne la fait pas baisser en moins de 200, sauf c'est quoi. Ça arrive parfois par oubli ou par si on est entraîné par ça. Et donc, vous voyez que parmi les choses qu'on étudie, c'est la conduction rétrograde et qu'on vérifie est-ce que ce délai VA vraiment, il s'allonge ou s'allonge pas et que la primo-activation au niveau du HIS, est-ce que ça existe ou pas au niveau du HIS. Tout ça, cette stimulation ventriculaire programmée ou stimulation ventriculaire, elle a un rôle majeur qui est de savoir est-ce qu'on a une extrasystole, on n'a pas on a une voie accessoire, on n'a pas de voie accessoire le cas échéant. Donc, on peut également faire ce qu'on appelle la stimulation ventriculaire rapide. Ça veut dire on va on va pas faire deux extrasystoles, mais on va baisser le rythme par lequel on va travailler, que vous voyez ici. Plus on accélère, parfois, on peut avoir une conduction qui ne va pas conduire, ce qu'on appelle le phénomène de Wenckebach rétrograde. Et là encore, c'est un signe de conduction rétrograde décrémentielle. Donc, si on veut résumer cette partie de stimulation cardiaque et de conduction ventriculaire, pourquoi on stimule dans le ventricule? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on veut savoir est-ce qu'il y a un voie accessoire et comment ça on le si on a soit on a une conduction qui est dissociée donc ça exclut, soit on n'a pas on a une conduction rétrograde qui est bien rétablie et donc là il faut qu'on accélère le rythme, qu'on utilise des extrasystoles pour apporter la preuve que ça c'est vraiment une conduction qui est décrémentielle. Le stimulation atriale en général, on la laisse en dernier. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas induire le patient. La stimulation atriale, il peut faire passer le patient en fibrillation atriale. Et si le patient il passe en fibrillation atriale, soit on va arrêter la procédure, soit on est obligé, si on fait les manœuvres vagales et que le patient il respire, il fait des valsalva, etc., on n'arrive pas à arrêter la FA, on est obligé de sédater le patient et de choquer. Et surtout, il ne faut pas donner de traitement antiarythmique, ni flécaïne, ni cordarone dans ces situations parce que ça va empêcher vraiment une exploration correcte dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la stimulation atriale? C'est la même chose qu'on a fait au niveau ventriculaire. On va commencer par une stimulation avec un rythme fixe qu'on va accélérer à fur et à mesure et voir est-ce que le nœud il va se porter jusqu'à qu'il va commencer à lâcher un battement ou un autre, ce qu'on appelle le point de Wenckebach. Et puis, on va faire ce qu'on appelle la stimulation atriale programmée. Ça veut dire c'est la stimulation atriale avec extrastimulus. On va faire un train de 8 battements à 500-600 millisecondes. Et puis, on va apporter un autre battement beaucoup plus rapproché avec un intervalle raccourci qu'on va faire diminuer de façon euh, euh, on va le faire baisser par 10 millisecondes à la fois et voir le comportement. Quel est l'intérêt de cette stimulation générale? Ça va permettre de chercher ce qu'on appelle une dialité nodale, ça veut dire une voie lente avec une voie rapide qui sont en compétition au niveau de la région des triangles de corps et ceci, ça va permettre, entre autres, d'apporter quelques preuves qu'il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire par voie réentrée intranodale, ce qu'on appelle en anglais les AVNRT. Alors ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est le train qui va donner stimulation atriale. Vous voyez que le rectangle tout à l'heure qui était au niveau des ventricules, là, oh, il est remplacé au niveau de l'atrial, high right atrium. Et vous voyez ici que vous avez entre S1 et S2, la distance est plus grande entre S1 et S2. Ça veut dire qu'on a délivré une extrasystole et ça a donné un intervalle avec un his. Et là, c'est important d'avoir un his pour voir est-ce qu'on a fait un saut de conduction, ce qu'on appelle en anglais jump ou pas, et ça témoigne d'une conduction rétrograde. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire baisser le S1, S2 par 10 secondes à la fois. Et si on a un allongement au niveau de l'intervalle A2, H2 qui est supérieur à 50 millisecondes, on a bel et bien au niveau d'un jump. Et ça, vous pouvez remarquer ici au niveau de cette image. Par exemple, ici, vous avez un H1V1 qui est vraiment très court, mais ici un A2, H2 qui est vraiment loin
Ici, on a ça sur deux écrans. Ça témoigne que nous avons un jump et de l'autre côté, voire même ici, on va voir ce qu'on appelle un écho parce que c'est un nom de paix qui émane au niveau de la région ici en premier. Donc, ça nous a vraiment, nous avons un écho. Et donc, ça, c'est également c'est une image réelle. Vous voyez le AH ici. Là, par exemple, on n'a pas les mêmes notifications AH, etc. parce que ça n'existe pas en réalité. Ce qu'on voit, c'est ce que l'écran que vous voyez ici. Vous voyez que le AH ici ne correspond pas à cet AH. Il y a un allongement et trop probablement, on peut douter c'est un jump. Vous voyez ici, on stimule toujours au niveau de l'oreillette, nous avons ventricule, cette oreillette, ça a donné ce ventricule, et cette oreillette, ça a donné ce ventricule, et là, hop, on n'a pas, ça veut dire là aussi, on est arrivé à une période réfractaire, et si on arrive à une période réfractaire à ce niveau, ça veut dire que très probablement, sans avoir de jump, qu'on n'avons pas de dualité nodale, et va là aussi, ça stimule, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, hop, stimulation atriale, ça n'a pas donné de A au niveau, ça veut dire que on est arrivé à la période réfractaire des myocardes atriales au niveau de cette région. Et là, lorsqu'on accélère, stimulation atriale, lorsqu'on ne voit pas ici qu'il n'y a pas de passage, on est arrivé à ce qu'on appelle le point de Van Kimbank, mais cette fois antérograde. Rappelez-vous que tout à l'heure, on a parlé de la stimulation ventriculaire, on a parlé des points de Van Kimbank rétrograde, et là, on parle du point rétrograde de Van Kimbank antérograde. Donc, alors, avant de terminer ce cours, la stimulation ventriculaire et la stimulation atriale, il peut être également, et on a certains objectifs. Donc, si on est devant quelqu'un qui a une syncope avec un bloc bifasciculaire, on va aller faire ce qu'on appelle la mesure de l'intervalle HV. Et si on a devant quelqu'un qui fait une TSV, on va commencer par la stimulation ventriculaire pour éliminer une voie accessoire avec conduction rétrograde. Et par la suite, on peut faire une stimulation atriale à la recherche d'une dualité nodale ou l'induction d'une tachycardie par entrée intranodale, voire même induire une tachycardie atriale. Mais en général, la tachycardie atriale, ça va nécessiter des, des tests pharmacologiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire à l'état de base. Si on n'arrive pas à induire la tachycardie, on peut ajouter certains tests pharmacologiques, à savoir, on va ajouter de l'atropine, on va ajouter de l'isoprénaline pour ces patients, ils peuvent refaire tout ce que vous voyez comme manœuvre, stimulation ventriculaire, stimulation atriale pour induire une tachycardie clinique et pour l'explorer et le cas échéant pour l'ablater. Donc, je pense qu'on a un petit peu revu une grosse partie de cette région, de cette partie. Et par la suite, on va revoir quelques chapitres en fonction, quelques chapitres euh, sur les arythmies. On va voir le même cours de tout à l'heure qui a été présenté par professeur Bayoumi sur la tachycardie ventriculaire. Et je partage mon écran. Alors, avant de démarrer sur les arythmies ventriculaires de façon générale, et on a pour 10 minutes pour faire ce cours. Donc, en général, un ECG normal, par exemple, vous voyez ici qu'il est toujours un nom de P qui est suivi par un QRS et un nom de T, et que le nom de P, pour que ça soit sinusal, il doit vraiment être positif en D2, négatif en AVR et biphasique en D2. Ça, on voit ça. C'est un rythme qui est aux alentours de 75-70 battements par minute avec un nom de P positif en D2, négatif en AVR et biphasique en V1. Ça témoigne que c'est une condition qui est normale. Et là, on est en train d'étudier le rythme. Donc, en général, on ne va pas faire attention à tout ce qui est en rapport avec trouble de repolarisation. Et vous voyez ici que
Nous avons un rythme qui est rapide aux alentours de 150 à deux gros carreaux, c'est à peu près 150 et que chaque battement, chaque QRS. Et donc, lorsqu'on a une tachycardie, la première chose qu'on va regarder, est-ce que c'est un QRS fin ou large? Et si le QRS il est fin, on va voir est-ce que l'onde de P est sinusale qui précède le QRS. Et si on a une onde de P sinusale qui précède le QRS, c'est une tachycardie sinusale. Je vous rappelle que la tachycardie sinusale, c'est une situation assez fréquente qui peut être secondaire juste à l'effort, à l'anémie, à l'hyperthyroïdie, à l'hypoxie. Donc, en général, c'est une situation réactionnelle et non pas une maladie, sauf dans certains cas très particuliers où on a une tachycardie sinusale inappropriée, ça veut dire permanente tout le temps. Et là, ça devient une maladie et non pas quelque chose de réactionnel. Et puis, on peut avoir également un ralentissement des battements cardiaques, mais avec une onde de P, avec les mêmes caractéristiques de tout à l'heure. Ça veut dire positive en D2, négative en AVR et biphasique en V1, mais avec une fréquence beaucoup plus lente, ce qu'on appelle bradycardie sinusale. Et parfois, on peut avoir quelques rythmes d'échappement atrial, ce qu'on appelle le rythme de sinus coronaire, lorsque vraiment il y a un bradycardie avec un échappement jonctionnel, ou on peut avoir le sinus coronaire qui est un pacemaker subsidiaire de cœur qui peut prendre le relais et donner ce battement. Je pense que ça, c'est des détails pour vous. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les arythmies respiratoires. C'est quoi les arythmies respiratoires? Vous savez que le cœur, il est énervé par le sympathique et le parasympathique, que la respiration, elle va faire changer le tonus sympathique et parasympathique, ce qui va donner un aspect de ce qu'on appelle en anglais le group beating, ça veut dire un groupe de battements qui est rassemblé puis qui va être relâché, que ça va se répéter en fonction d'un rythme respiratoire et c'est pourquoi on parle d'une arythmie respiratoire. Et puis vous avez ce qu'on appelle les BAV. Il y a les BAV lorsque nous avons un intervalle PR, ça veut dire la distance entre le début de l'onde P jusqu'au début de QRS. Lorsque ça dépasse les 200 millisecondes, on va parler d'un BAV premier degré. Et lorsque vous avez un allongement de cet espace PR jusqu'à une onde P bloquée à un certain moment, donc on va parler d'un Mobitz 1 ou d'un Vankenbach. Et puis nous avons, lorsque nous avons une dissociation carrément entre les ondes de paix qui ont un rythme particulier et vous avez des QRS qui ont un rythme particulier et qui sont dissociés. Il n'y a aucune relation entre les deux. On va parler de BAV troisième degré. Le BAV troisième degré, je vous rappelle, c'est une indication formelle à mettre un pacemaker définitif et permanent lorsqu'il n'est pas réversible. Et ça, c'est un point qui est très important. Ça veut dire que pour pas donner un pacemaker, il faut qu'il ne soit pas réversible. Nous allons tout de suite pour voir un petit peu les tachycardies. Vous voyez, soit nous avons une tachycardie sinusale, ça veut dire que c'est réactionnel, ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit si nous avons un foyer ectopique au niveau de l'oreillette, et là, la morphologie de l'onde P, elle va déférer. Et vous avez, soit vous avez une dualité nodale avec une voie lente et une voie accessoire, il va faire un phénomène de réentrée, il va nous donner une tachycardie à femme avec une onde P rétrograde. On va voir un exemple tout à l'heure. On va donner une tachycardie, c'est une voie accessoire et ça va nous donner un QRS fin, mais avec une onde P qui sera loin, vraiment planté, si on arrive à l'avoir, bien sûr. Et là, vous voyez ici, c'est le démarrage d'une tachycardie atriale. Vous voyez ici les caractéristiques tout à l'heure dont on a parlé. Une onde P positive en D2, biphasique en V1. Ça correspond à un battement qui est sinusal. Et par la suite, nous voyons que la morphologie de l'onde P ne ressemble pas à celle-là qui est biphasique, donc ça ne ressemble pas vraiment à ça. Et donc, on sait très bien ça, c'est une tachycardie qui est atriale. Et voyez ici que vous avez on ne voit pas vraiment l'onde de P, on n'arrive pas à la configurer. C'est en général ce que je vous demande de retenir de cette tachycardie supraventriculaire. Lorsque vous avez un QRS fin, vous n'arrivez pas à voir l'onde de P et que c'est difficile de. C'est un QRS fin, c'est une tachycardie supraventriculaire et donc c'est le patient symptomatique, on va l'explorer. Et puis, dans certaines situations, nous avons les choses sont un peu beaucoup plus claires. Vous voyez ici que l'onde P ici dans le sinusal, ça précède ce QRS, alors que là, c'est le QRS qui arrive en premier. Nous avons une onde de P qui est négative et qui est collée au pied du QRS. Et donc ça veut dire que probablement on est dans une tachycardie par entrée intranodale. Et vous avez ce fameux signe-là, vous voyez comme vous avez une onde R ici qui est le début du QRS. Vous avez une pseudo-onde R là qui est collée du QRS. Qui est ça, c'est un signe qui est très fréquent. On l'appelle le signe de Wieland dans les tachycardies réentrer ses printemps. Je pense on n'a pas revu aujourd'hui tout ce qui est tachycardie ventriculaire, tachycardie atriale et flotteur. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres situations.
et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Vous avez des questions? Il y a des gens qui sont intéressés par en français. Vous avez des questions sur ça?